Donc, bienvenue à ce Midi Interaction. Je m'appelle Anna Ramos, je suis coordonnatrice principale du Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Je serai votre animatrice, modératrice pour aujourd'hui. Je vais commencer par faire une brève présentation du centre. Lourdes, évidemment, sens-toi bien libre de compléter. Donc, le centre est établi depuis 2001. Le centre Interaction étudie accompagne la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. On priorise la recherche transformationnelle pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et services sociaux et la pleine participation des premières personnes concernées, travaillant surtout dans une perspective intersectorielle qui touche différents secteurs d'action, dont les services sociaux, la santé mentale, le logement, l'éducation, l'emploi. Et ça implique différents partenaires au niveau institutionnel, public, ministériel, municipal, regroupements provinciaux et organismes communautaires. Dans cette optique, nous favorisons un lien direct entre la recherche et la pratique terrain. Et c'est dans ce sens-là que le Midi Interaction a été développé. Donc, l'objectif fondamental des Midi Interaction est de partager les résultats des projets de recherche et d'innovation sociale avec les partenaires des milieux de pratique pour pouvoir réfléchir ensemble sur les retombées de ces projets sur le terrain. Lourdes, as-tu des choses à ajouter, à compléter, ou tout va bien de ce côté-là? C'est excellent, Anna. Merci beaucoup pour la présentation. Super. Alors, maintenant, on va vous glisser un petit mot sur la programmation, le reste de la programmation de cet automne. Donc, les prochains Midi Interaction qui s'en viennent. Le 29 novembre, nous avons Transition socio-écologique et développement des communautés pour une action locale significative avec Andréane Parent, chercheuse membre d'interaction. Et aussi, le 18 décembre, Justice et santé mentale, enjeu de l'hospitalisation involontaire avec Audrey-Anne Parent. Audrey-Anne Dumais. Désolée. Et pour ce qui est du Midi Interaction d'aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale et l'avancement des travaux dans le cadre de ce projet de recherche-là. Je vous présente donc notre conférencière Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Lourdes est la directrice scientifique du Centre de recherche et de partage des savoirs interaction et chercheuse principale du projet de l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale. Son travail sur le thème des enjeux et des bonnes pratiques en santé mentale et en psychiatrie a donné lieu à une multitude de publications en français, en anglais, en portugais et en espagnol. Sa collaboration établie avec de nombreux acteurs et actrices a contribué à assurer un impact important de ses travaux sur les alternatives en santé mentale. Je vous présente aussi notre commentatrice terrain, Danielle Bédard, qui va pouvoir nous apporter une vision terrain, justement, sur le projet. Madame Bédard détient un baccalauréat en travail social et plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la santé mentale, dont une grande expérience en intervention de crise et de l'expérience en poste de gestion. Elle est membre fondatrice de l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale et elle est aussi membre de l'équipe de pilotage qui réunit les partenaires et les chercheuses et chercheurs impliqués. Madame Bédard occupe présentement le poste de directrice du Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage à Longueuil. Aussi, notre deuxième commentatrice terrain, Nathalie Godfrey, qui est intervenante à Prise 2, une ressource alternative en santé mentale de Montréal, où elle anime les groupes d'entendeurs de voix et accompagne individuellement les personnes dans une démarche personnalisée.
Elle est impliquée dans plusieurs activités de formation et de développement du mouvement des entendeurs de voix au Québec. Elle est co-responsable à la direction de l'Alliance de recherche et d'action alternative inclusive en santé mentale, où elle participe également en tant que formatrice. Sur ce, je vais donner la parole à Lourdes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Lourdes, de venir ici nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna, pour la présentation du centre, puis l'invitation à présenter aujourd'hui dans ce Midi Interaction, qui est une première opportunité pour échanger sur un projet en cours, un projet qui est encore en plein développement. On voulait faire un premier échange avec différentes partenaires et milieux de pratique sans trop élargir encore la diffusion de ce type d'événements, mais vraiment initier une discussion un petit peu plus large que celle qui a lieu à l'intérieur même de l'Alliance. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, de réfléchir aussi avec vous aux enjeux qui ont mené à la mise en place de l'Alliance et au choix et à la pertinence pour le Québec, aussi aux défis, mais du choix que nous avons fait de travailler à partir de l'approche dialogue ouvert. Une approche que vous allez le voir, j'espère, a énormément de résonance avec des pratiques alternatives, des pratiques communautaires développées au Québec, qui a beaucoup de résonance aussi avec d'autres initiatives, plusieurs initiatives qui ont lieu aujourd'hui au niveau international et qui est beaucoup de préoccupations partagées avec les personnes directement concernées par les enjeux en santé mentale et qui permet d'envisager autrement une série d'enjeux sociétaux, mais aussi dans les parcours des personnes qui vivent directement des situations de crise intense. Et Maximilien, est-ce que tu es en train de partager les PowerPoint? Pas encore. Non, pas encore. Alors, allons-y avec les PowerPoint. Donc, je vais m'entretenir en premier sur les objectifs, les grands objectifs et la façon comment l'Alliance s'était structurée, pour aller par la suite à vous présenter un petit aperçu de ce qui est dialogue ouvert, en quoi c'est une pratique prometteuse, en quoi c'est une pratique aussi où on s'insère dans des réseaux internationaux qui visent à accompagner son implantation par la recherche. Quels sont les obstacles, quels sont les défis, mais aussi quelles sont les promesses de cette vision différente des problèmes en santé mentale et des manières d'aborder les crises intenses. Donc, allons-y. Bon, alors, l'Alliance de recherche émerge directement des préoccupations des partenaires. Je ne veux pas présenter, si j'ai le temps dans ma présentation, parce que je veux qu'on entende les dialogues, là, toutes les questions de la présentation, vous allez m'excuser, je vais présenter brièvement les partenariats, les chercheurs qui font partie de l'équipe. Je ne veux pas m'entretenir sur la méthodologie. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver sur la web, dans les liens qu'on pourrait vous partager éventuellement. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment ces partenaires, Carrefour, Prise 2, les recommandation sous alternatives, les mouvements jeunes santé mentale, les groupes de défense des droits, etc., manifestent une très grande préoccupation par rapport au fait qu'au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi, c'est un enjeu actuellement international. Entre autres, la Commission européenne de la santé mentale a sorti il y a quelques années un répertoire de pratiques pour éviter l'utilisation de contraintes en santé mentale, puis encourager et identifier des pratiques qui peuvent prévenir l'utilisation de ces contraintes, mais aussi être respectueuses des droits humains. Donc, un enjeu important dans le domaine de la santé mentale,
c'est que les pratiques dominantes face à des situations complexes, des crises, des souffrances intenses, mènent souvent à l'hospitalisation et à l'application des mesures qui devraient être des mesures d'exception. Des mesures d'exception qui limitent l'exercice des droits, que ce soit les hospitalisations obligatoires, que ce soit aussi l'imposition des traitements ou d'hébergement obligatoires, ou des mesures de contrôle et de surprescription. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec des prescriptions qui ont été données dans des situations de crise dont la première intention, c'est vraiment la réduction des symptômes ou même calmer les personnes. Ça s'utilise davantage comme un tranquillisant que comme un traitement qui pourrait s'insérer dans son parcours vers le mieux-être des personnes. Un deuxième constat très documenté dans la littérature, sur lequel je ne vais pas m'entretenir aujourd'hui beaucoup, parce que je vais aller à la présentation des dialogues ouverts, c'est qu'on constate une surreprésentation de certains groupes, autant dans les mesures d'exception, dans les crises, mais aussi dans les difficultés d'avoir accès à des services, à des services, à des services en santé mentale. Et cela peut s'expliquer par des discriminations systémiques. Ce sont les symptômes de discrimination systémique et qui se manifestent particulièrement en situation de crise. On peut parler ici des populations migrantes, des personnes réfugiées, des jeunes. Les jeunes, c'est très documenté à quel point les jeunes sont très loin des services et on a beaucoup de difficultés à intervenir et à travailler, à accompagner les jeunes dans la transition vers l'âge adulte, aussi dans les transitions à l'adolescence, à intervenir de façon à prévenir que des situations deviennent éventuellement s'aggravent. On a la difficulté aussi à travailler avec les familles, avec les milieux défavorisés, effectivement aussi avec des groupes en fonction des genres, comme sont les groupes LGBTQ+, les communautés LGBTQ+, et d'autres. Mais aussi on retrouve une surreprésentation des diagnostics de schizophrénie, donc de tout ce qui est considéré comme étant des problèmes graves et très graves en santé mentale, autour de ce qu'on appelle les états psychotiques. On retrouve une sous-représentation des jeunes, des hommes noirs. Donc, il y a aussi une présence importante des minorités racisées. Donc, l'Alliance vise à ce moment-là de créer un espace de rencontres, de réflexion et d'expérimentation et de recherche pour, à partir d'un principe de dialogue inclusif avec la participation des personnes concernées. Je peux passer la diapositive. Merci beaucoup, Maximilien. Cette alliance s'appuie sur des forces existantes au Québec. Le Québec est constitué quand même par un milieu fort, des réseaux importants. Il y a une grande richesse de pratiques alternatives en santé mentale qui sont reconnues internationalement, comme la gestion autonome de la médication, qui est implantée en Espagne, au Brésil et ailleurs. On s'inspire en France aussi pour le développement des applications, etc. Un réseau de familles et de proches qui est à la recherche des alternatives aujourd'hui. Des ressources communautaires et d'entraide qui développent aussi des pratiques très innovantes en santé mentale. Des pratiques aussi innovantes dans le secteur public auprès des jeunes et des familles. On peut parler de l'implantation récente du réseau des aires ouvertes au Québec. Des pratiques reconnues mais encore très marginales de la psychiatrie transculturelle, des cliniques aussi de pédiatrie transculturelle qui existent au Québec. Une tradition d'intervention en thérapie systémique et en santé mentale et des nouvelles stratégies interministérielles en santé mentale. On peut, je crois, évaluer positivement le fait que le dernier plan d'action en santé mentale du Québec présentait une vision interministérielle dans les déploiements et qui soutient aussi les déploiements, puis les réflexions et des outils pour éviter l'utilisation des contraintes en psychiatrie. Par contre, il y a énormément de chemin à parcourir. Par exemple, il y a encore beaucoup de travail en silo entre les réseaux communautaires, publics, les groupes de défense des droits, les familles.
Le principe de confidentialité est utilisé actuellement dans les réseaux, appuyant des pratiques extrêmement individualisantes. Et souvent, les familles, les proches et les personnes concernées se retrouvent avec beaucoup de difficultés à rétablir des liens. Après l'expérience de la crise, on ne sait plus quoi faire pour retrouver son amoureux, son amoureuse, pour retrouver ses relations amicales, pour en parler avec ses parents. On dirait que la façon dont les services sont organisés ne permettent pas de maintenir les liens ou de mobiliser les ressources existantes déjà chez les personnes et chez leurs proches. Et, il y a aussi des obstacles au niveau de représentation de la santé mentale dans les communautés, dans l'opinion publique, les médias sociaux, les médias. Les jeunes nous parlent beaucoup de comment les médias sociaux aussi contribuent parfois à encourager un certain nombre de pensées, de visions de la santé mentale et aussi des pensées parfois extrêmement négatives par rapport à leur place dans la société. Et bon, l'action intersectorielle aussi, qui tient compte des déterminants sociaux de la santé, comme l'accès à des services d'éducation, l'emploi, la mobilisation du secteur public aussi, des secteurs d'employabilité, l'adéquation des services à la diversité et les besoins d'adaptation des services aux périodes de transition, que soit, je parlais des jeunes, je parlais de la transition à l'âge adulte, je parlais de l'adolescence, mais on pourrait parler aussi de la transition au vieillissement, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec de lourds traitements en psychiatrie qui retrouvent des difficultés importantes à cette période de la vie et aussi qui se voient confrontés à des mesures exceptionnelles d'ordonnance de traitement. Je vais passer la diapo et là, il va falloir que j'aille un petit peu plus rapidement. Donc, les objectifs de l'Alliance, c'est vraiment d'un côté de développer et de documenter, d'identifier les pratiques, d'accompagner l'implantation des pratiques au Québec. Et c'est sur Open Dialogue que notre intérêt s'est porté. On vise aussi à mieux connaître et contrer les discriminations et de créer des ponts entre ces ressources alternatives communautaires, ces groupes de défense des droits, ces associations de proches et de familles en santé mentale qui traditionnellement ont travaillé dans des directions extrêmement différentes et parfois opposées, mais aussi avec les organisations d'accueil, d'accompagnement des personnes immigrantes, des groupes qui travaillent auprès des minorités racisées. On travaille en collaboration avec l'Observatoire. On était au début d'une collaboration avec l'Observatoire pour des personnes, pour les communautés noires au Québec et des acteurs des services publics et des services communautaires. On passe à la diapositive. Merci. Donc, nos objectifs, c'est la création des espaces de participation des personnes et des partenaires et des espaces de co-construction avec des comités de pilotage, les comités citoyens, la constitution d'une communauté de pratique et la mise en place de la formation d'une communauté apprenante aussi autour de la formation des dialogues ouverts. On travaille à toute une série, je ne vais pas m'entretenir beaucoup sur les dimensions plus méthodologiques, mais il y a tout un travail de cartographie des bonnes pratiques, de documentation des processus de discrimination et aussi l'évaluation plus particulièrement autour d'une étude de cas qui est l'implantation à la rive sud de Montréal et à Montréal et qui est en train de s'élargir avec ce que je vais vous présenter sur l'avancement de nos travaux. Et par la suite, on a aussi des objectifs d'élaboration des outils de mise à l'échelle pour favoriser l'implantation et l'adaptation de ces pratiques à la diversité des territoires et à la diversité aussi des milieux et des communautés et des activités de mobilisation qui s'adressent avec les personnes et avec les jeunes en particulier à la communauté pour travailler ces représentations des problèmes des enjeux en santé mentale. La suivante. Vous le voyez ici, cette représentation de la dynamique qu'on a mis en place à l'intérieur de l'Alliance, dans lequel au cœur, c'est un comité citoyen et un comité de pilotage avec des partenaires et des chercheurs qui est amené à s'élargir dans la prochaine année. Une communauté de recherche et de pratique sur laquelle je vais m'entretenir fondamentalement aujourd'hui, puis éventuellement dans la prochaine année, dans les prochaines
18 mois l'élaboration qu'il a mise en place des laboratoires vivants dans lesquels on inclurait d'autres alliés, des gestionnaires de ressources publiques, des organisations qui travaillent auprès des personnes immigrantes, etc., travailler justement aux enjeux particuliers et identifier surtout des leviers pour la transformation des pratiques. C'est ça qui nous intéresse particulièrement. On connaît beaucoup les obstacles. Maintenant, il faut travailler, identifier les leviers et les actions pour changer les pratiques. Allons-y avec dialogue ouvert. Merci, Maximilien. Alors, qu'est-ce que c'est Open Dialogue et pourquoi Open Dialogue? Donc, je vais aller à les personnes qui ont déjà assisté à des conférences sur dialogue ouvert. Peut-être que vous n'allez pas trouver beaucoup de nouveaux contenus, de nouvelles informations, mais il s'agit de mettre un petit peu quelques éléments de base de ce qu'on a appris aussi à travers la formation, puis vous présenter aussi cette communauté de pratiques qui s'est constituée spécifique au Québec, qui nous amène peut-être vers une forme d'accréditation, une forme d'appropriation, un enrichissement de ce qui est la formation et les pratiques de dialogue ouvert à partir des acquis québécois. Merci. Alors, les 7 principes fondamentaux de dialogue ouvert. La réactivité et la responsabilité. Il s'agit de créer les possibilités d'une aide immédiate qui commence tout de suite quand les personnes, les familles, n'importe qui en fait, c'est un peu le même principe que les aires ouvertes, les réseaux intégrés de services pour les jeunes, 12-25 ans, l'idée qu'il n'y a pas une porte erronée pour aller chercher de l'aide. C'est du moment où il y a une demande d'aide, où il y a une situation de crise, où il y a une situation qui pourrait amener vers une crise, et il faut répondre. Il faut répondre immédiatement dans les 24 heures. Et il faut répondre non pas par l'évaluation de la situation, mais par ce qu'on pourrait appeler une rencontre de traitement, une rencontre d'engagement et de responsabilité, de co-responsabilité. Donc, il s'agit qu'à partir du moment où il y a cette demande, il y a un espace qui s'ouvre, un espace où il est possible, un espace inclusif, un espace où les ressources du réseau de la personne, du réseau social, parce que les réseaux sont en soi-même, on considère les personnes toujours immergées dans une propre, avec des possibilités de mobilisation de ressources personnelles, des proches, de la communauté, des services. Et donc, dès la première rencontre, on tente de créer, de rassembler et de mobiliser toutes les personnes et les acteurs qui peuvent être affectés par la situation, impliqués, pour pouvoir avoir des éléments de réponse. Donc, il s'agit immédiatement de sortir de la logique des services, des silos et des comportements étanches. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on travaille souvent avec au minimum de 2 intervenants qui vont poser les questions, en fait, qui vont poser la première question dans la rencontre, c'est comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut trouver, comment est-ce qu'on peut écouter, je dirais, beaucoup mieux dit, comment est-ce qu'on peut créer l'espace dans lequel on peut nommer qu'est-ce qui est en train d'arriver et quelles sont les personnes qui peuvent être mobilisées. Les principes de continuité psychologique implique que toute la relation qui va être établie avec les personnes concernées ne s'établit pas en fonction d'une continuité de services souvent idéalisée et inexistante parfois. Ce n'est pas la logique de l'organisation des services qui prime ici, c'est davantage la continuité dans l'expérience subjective. Donc, il s'agit de créer une relation qui permet un engagement des personnes qui vont être là, présentes, qui vont accompagner l'évolution de la situation à partir d'un engagement dans la durée. Un engagement et un espace sécuritaire où on va pouvoir mettre des mots à la situation de crise provoque. Et cet espace-là,
ne doit pas, surtout pas, ne vise pas, surtout pas, des résultats. Le dialogue, c'est même pas un résultat de l'approche d'intervention du dialogue ouvert. Le dialogue, c'est la manière, c'est le processus, c'est ce qu'on recherche à travers toute la mise en place de ces conditions pour un espace sécuritaire pour pouvoir accueillir, écouter. Et qu'est-ce qu'on va écouter? On va mettre en place un espace dans lequel on peut créer un dialogue fondé sur un sentiment d'être avec, plutôt qu'à propos de. Donc, dans les rencontres avec les familles et le dialogue ouvert, on raconte toujours la petite histoire que l'approche a commencé le jour où on a décidé de travailler dans les rencontres, non pas à partir d'un plan préétabli par les intervenants. Voilà votre situation, on a évalué votre situation, voilà ce qu'il faut faire, utiliser les médicaments, aller chercher d'autres services, etc., etc. Mais arriver sans plan préalable à la rencontre. Arriver sans rien de prévu. Donc, cela implique d'être à l'écoute et mettre en place les conditions pour que la polyphonie, donc toutes les voix, soient entendues. Merci de passer la diapo suivante. Alors, c'est quoi cet espace d'écoute? C'est quoi cette notion de polyphonie? Nous avons tous à l'intérieur de nous des voix différentes. L'espace de rencontre que Dialogue Ouvert met en place, les dispositifs que Dialogue Ouvert et les conditions que Dialogue Ouvert met en place, visent fondamentalement à écouter, à que tout le monde autour de la table aille le temps, le silence, la possibilité d'écouter l'autre et de s'écouter soi-même. D'écouter avec le corps, d'écouter l'univers émotif, émotionnel, d'écouter l'indicible, d'écouter les voix des personnes qui sont là, mais aussi de se poser la question, qui sont les personnes affectées? Et si ces personnes-là étaient ici, qu'est-ce que ces personnes-là auraient à dire? Ce sont des questions qui se posent à l'intérieur des dialogues ouverts. Les questions qui se posent, on part de la base aussi, qu'il y a des formes d'interaction qui peuvent provoquer ou consolider les crises, qui peuvent provoquer des hallucinations, qui peuvent provoquer l'émergence des voix. Hein, des voix, c'est ces voix-là qu'on essaye de très rapidement, souvent trop rapidement, d'éliminer avec l'utilisation de médicaments. En dialogue ouvert, on ne parle jamais avec les schizophrènes. On ne parle jamais avec une maladie, on parle toujours avec une personne. Donc, l'idée, c'est que même les hallucinations, même l'émergence des voix, sont une réaction humaine à une expérience qui n'a jamais trouvé les mots pour se dire. Et l'idée de créer, la crise est considérée comme une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre sur la possibilité de dialoguer et nommer ensemble ces expériences qui trouvent souvent une grande difficulté justement à s'exprimer. Donc, il s'agit d'écouter les voix, même les voix qui parlent à l'intérieur de la personne et qui souvent sont interprétées comme un symptôme d'une pathologie. Ici, ils sont considérés comme un élément essentiel, de voie justement, qui est un chemin, une porte ouverte sur la mobilisation des ressources insoupçonnées. On va continuer. Les rapports à la médication, donc, dans Open Dialogue, ressemblent beaucoup à celui de la gestion autonome de la médication, dans le sens que on ne va jamais aller à la médication comme une première réponse. Souvent, on va éviter l'utilisation des antipsychotiques ou de médicaments qui vont diminuer les ressources psychologiques et cognitives des personnes. On va essayer d'adresser,
des symptômes, par exemple, aider à dormir, etc., etc. Mais on va travailler avec les psychiatres, puis le rôle du psychiatre et la médication va faire partie d'une autre séance de formation qui est déjà prévue dans le cadre de nos formations. Bon, il y a beaucoup de recherches actuellement, il y a beaucoup de publications sur le dialogue ouvert. Il y a des données prometteurs, des données très intéressantes qui nous montrent que dans les expériences, les premières expériences qui ont donné lieu à des études longitudinales, de l'ordre de 86% des participants sont retournés à leurs études, à leur emploi, à temps plein, que 82%, il n'y avait aucun symptôme psychotique, qu'on a réduit de façon extrêmement importante les taux de chronicité ou d'invalidité des personnes, ou même l'utilisation du diagnostic de schizophrénie. Il y a des critiques, évidemment, c'est tant mieux, hein, et l'identification du besoin de poursuivre le travail de recherche. Il y a actuellement des études très importantes au Royaume-Uni, en Italie, qui travaillent à documenter par différents biais, de différentes façons, l'implantation des dialogues ouverts, autant dans le milieu hospitalier que dans la communauté, en intégrant plus ou moins l'expérience des pairs. Et nous, on est arrimés, on est en lien, et on continue à travailler pour développer des liens plus étroits dans ces mouvances internationales autour des dialogues ouverts, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est identifiée aussi par la Commission européenne comme étant une des pratiques prometteuses pour la prévention de l'utilisation des mesures contraignantes. On continue, Maximilien. On va passer tout de suite à la diapo 12, Maximilien. Bon. Alors, dans le processus d'implantation de l'Alliance, nous avons missé dans les premiers temps par la mise en place d'une formation sur dialogue ouvert qui va à différents cycles, différentes étapes et qui cherche à créer cette communauté apprenante, cette communauté de pratique et de recherche dans lesquelles la recherche travaille en même temps à la documentation de ce qui est en train d'émerger comme pratique sur le terrain. Et dans cette formation, la première cohorte de la formation, le premier cycle de formation a été donné à l'automne puis à l'hiver 2023-2024 et a été donné entre autres par une équipe de formateurs auquel a participé aussi Jaco Seikoula, qui est un des fondateurs de l'approche dialogue ouvert, participe depuis tout le début dans les années 80, qui est un des chercheurs qui a développé aussi beaucoup de recherches autour de cette approche-là en Finlande et actuellement à l'international. Il y a d'autres formateurs qui ont joint l'équipe avec beaucoup d'expérience à différentes psychologies, différentes formes d'expertise. Et il y a d'autres formateurs aussi qui vont joindre notre équipe de formateurs dans le deuxième cycle de formation qui va être initié en novembre de cette année. On prépare une nouvelle cohorte pour l'automne 2025 dans laquelle il va y avoir de nouvelles personnes qui vont joindre cette communauté de pratique. Je vais rapidement présenter la communauté de pratique et je termine. Donc, qui a participé à ces formations-là? Ces formations avec un engagement d'implantation de pratiques et un engagement, donc ce ne sont pas des formations qui se donnent seulement aux individus, ce sont des organisations, ce sont des milieux complets, ce sont différents acteurs importants dans les régions qui ont participé à cette formation avec un engagement à participer au projet de recherche, à s'impliquer dans l'Alliance. Et donc, nous avons, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Nous avons dans cette communauté de recherche et de pratique une diversité régionale, des partenaires de la grande région de Montréal, la rive sud de Montréal, le Carrefour, c'est le groupe qui initie les projets avec nous, avec Prise 2, avec les partenaires de l'équipe de recherche et action santé mentale et culture, comme le Rassemblement sous alternative, etc. On a aussi des organismes à Québec, excusez-moi, et au Bas-Saint-Laurent.
une diversité d'organisations. Il y a parmi les 35 personnes qui ont suivi cette formation, ce premier cycle de formation, des associations de familles et de proches, des centres de crise et de soutien dans la communauté, des ressources alternatives, des traitements alternatifs en santé mentale dans la communauté, des groupes d'entraide et des représentants des différentes et des universités. Il y a une diversité de participantes, il y a les directions des organisations, les coordinations cliniques, des intervenants entre-aidantes, par aidantes, en tout cas des personnes qui sont en même temps des intervenantes, qui ont une expérience à la première personne des enjeux en santé mentale, des personnes concernées, des familles et des proches, des professeurs et des étudiants, et des collaborateurs et des collaboratrices à l'international. Cela nous donne, peut-être revenir à la diapo précédente, cela nous donne comme 3 grandes régions dans lesquelles il y a cette diversité d'acteurs. Dans chacune de ces régions-là, on retrouve autant de personnes concernées que des associations, que des centres de crise, que des ressources qui développent des pratiques dans la communauté. Donc, des organismes déjà qui sont ancrés dans des réseaux régionaux et qui sont un excellent espace d'expérimentation des pratiques. Nous sommes en train d'ajuster notre protocole qui était au début orienté exclusivement pour travailler avec la rive sud de Montréal dans l'implantation des pratiques pour pouvoir tenir compte de cette diversité d'acteurs qui nous donne vraiment la possibilité d'explorer aussi l'adaptation des pratiques à une diversité de communautés et de territoires. La suivante, et je finis. Donc, là, on peut penser à cet enrichissement de l'approche de dialogue ouvert par les spécificités de cette expérience de l'Alliance. Il y a à l'international des pratiques de dialogue ouvert qui sont ancrées dans le milieu hospitalier, des unités qui se créent, des équipes qui vont appliquer les pratiques de dialogue ouvert à l'intérieur du milieu hospitalier. Il y a au Québec aussi certaines équipes de premières épisodes psychotiques qui travaillent aussi ou qui veulent implanter le dialogue ouvert. Dans le cas de l'Alliance, on est directement dans une implantation qui donne une place importante, très importante à la participation des personnes concernées, qui tient compte des savoirs et des pratiques communautaires, qui développe aussi des compétences des communautés, qui vise à développer des compétences des communautés, l'adaptation des pratiques à la diversité et au contexte de population, qui tient compte aussi de l'organisation des pratiques de proximité, donc qui est vraiment ancré dans ces créations de réseaux, une pluralité d'acteurs et de réseaux et le développement de l'action intersectorielle. Je crois que ça, c'est des caractéristiques majeures de ce qu'on est en train de réussir à mettre en place à travers de l'Alliance, qui fait de notre expérience au Québec une contribution assez importante à ce qui pourra être l'implantation et les apprentissages qu'on pourrait avoir par l'implantation de cette approche. Les 2 diapos de la fin, ce sont la présentation de l'équipe et des partenaires. Vous pouvez trouver toute cette information-là sur le site web. Ce n'est pas pour donner moins d'importance à tout ce travail collectif, mais c'est vraiment pour donner la parole à Daniel et à Nathalie et ouvrir l'échange. Je m'excuse, c'était un petit peu long. C'était un peu difficile de te couper la parole parce que c'était tellement intéressant, Lourdes. Donc, j'invite maintenant Nathalie à prendre la parole. Oui, merci Anna, merci Lourdes. En fait, tu as bien mis la table. Moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de faire écho à ces premières expériences en Open Dialogue que j'ai eu le privilège de vivre, d'expérimenter, mais et aussi quelques observations, en fait. Pour moi, il est, et là, je parle tant en tant qu'intervenante que j'ajoute à la présentation qu'Anna a fait de moi en début de rencontre. Je suis aussi entendeur de voix. J'ai aussi un vécu en santé mentale.
Et pour moi, il est primordial, hein, puis là, on dirait que l'indignation vient avec, mais il est primordial, hein, de faire autrement pour accueillir ces moments de grande vulnérabilité-là, ces moments qui sont difficiles, hem, où est-ce qu'on est extrêmement fragile, où est-ce que, dans ces moments de crise-là, où vous voyez que le mot psychose n'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais hein, dans ces moments de crise-là, je pense qu'il y a d'autres réponses que seulement, l'hospitalisation, seulement la médication. Hem, je pense que l'approche Open Dialogue nous offre ça, en fait. Nous offre, une opportunité de vivre ça autrement dans peut-être ce qui ressemble le plus à la personne première concernée, qui est davantage alignée aussi avec ses croyances. Et pour moi, ça, c'est fondamental parce que la journée qu'on vit un moment de grande fragilité ou de crise autrement, ben, on est venu créer un possible. Et ça, c'est la première chose pour créer de l'espoir. Ça ne veut pas dire, c'est pas garant que les autres moments de fragilité ou de crise vont se vivre, de la même façon, mais on est venu créer un possible et non seulement un possible pour la personne, mais aussi pour tout son réseau. Hem, les cercles d'open dialogue sont là non seulement pour moi, sont pertinents et importants non seulement pour vivre ces moments de grande vulnérabilité-là, mais aussi en préparation. Qu'est-ce qu'on fait en prévention, pas en préparation plutôt, mais en prévention à ces moments de crise-là? Et même, je dirais qu'ils sont là aussi pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que j'appelle des rencontres post-crise, hein. Comment on l'a vécu? Comment on pourrait vivre ça peut-être encore mieux autrement? Donc pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui, vraiment est associé avec l'approche Open Dialogue qui est, créons des possibles. Après, je pense que dans mes observations, par rapport, Lourdes décrivait très bien les principes de l'approche. Dans l'intolérance à l'incertitude, j'adore ça. C'est super inconfortable, mais j'adore ça. Il y a quelque chose qui automatiquement nous place dans une posture d'humilité. Il y a quelqu'un l'autre fois qui me partageait: «J'arrive et j'ai pas le choix d'être celle qui ne sait pas». Et je pense que ça veut tout dire, hein. Donc on n'arrive pas en expert, on arrive avec son bagage pour voir qu'est-ce qu'on va expérimenter ensemble, qu'est-ce qui va ressortir. Il y a pas d'attente, il y a juste le vouloir de peut-être faire autrement, de peut-être accueillir ça autrement. Et là, vraiment, je me place dans mes chaussures d'entendeur de voix. Il y a quelque chose dans cette ouverture-là de non-jugement, de non-attente, d'avoir un résultat à tout prix. Il y a quelque chose qui, tranquillement, met un espace sécuritaire en place et en tant qu'entendeur de voix, je j'ai pas eu la chance d'avoir des cercles d'open dialogue dans mes moments les plus vulnérables, mais j'ai l'impression et ce que je peux observer, j'ai l'impression que ça va donner la chance de nommer l'innommable. Et ça, c'est précieux. On n'arrive pas à créer, ça prend du temps. Les gens avec qui on interfère ou duquel on a du soutien, changent et donc là, d'avoir un cercle qui est là, hein, qui vont peut-être, être appelés à bouger, mais du moins il y a un cœur dans ce cercle-là qui va rester là, qui va nous permettre de se déposer à notre rythme. Et ça, c'est extrêmement précieux, mais qui va nous permettre, hein, de nommer l'innommable. Il y a quelque chose des fois, c'est pas rare, hein, j'ai le privilège, là, d'accompagner plusieurs entendeurs de voix ou percepteurs de sens, puis moi-même pour l'avoir vécu, il y a quelque chose des fois qu'on c'est trop gros. On veut pas le nommer, on veut pas dire tout ce qui nous envahit, on veut pas répéter, surtout pas répéter ce que les voix ou les entités vont nous dire, hem, parce qu'on a peur de cette perte de contrôle-là, parce que ça nous effraie d'effrayer nos proches, parce que c'est juste trop
gros à partager. Et je pense que cet espace-là qui tout doucement se crée, sans attente, dans toute l rempli d'humilité, hein, dans celle qui ne sait pas ou ceux qui ne savent pas, font en sorte qu'on peut venir déposer tout ce qui se vit à l'intérieur et qui permet, je pense, d'avoir une meilleure compréhension, pour les proches, pour les gens qui sont autour, qui font partie de ce cercle-là, une meilleure compréhension de ce qui est vécu à l'intérieur de la personne, de l'entendeur de voix ou de la personne première concernée, mais qui nous permet aussi d'être à l'écoute comment c'est reçu par les autres. Et là-dedans, dans cet apprentissage mutuel ou cette exploration mutuelle, je pense que c'est une réponse. Ça semble bizarre parce qu'on arrive avec celle qui ne sait pas, hein, avec plein d'humilité, mais j'ai l'impression que ça donne aussi une réponse à l'impuissance qui est souvent vécue de façon isolée. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose là-dedans dans cette exploration-là commune, collective, d'apprendre ensemble, et qui redonne beaucoup de pouvoir, pas juste à la personne première concernée, mais je pense à l'ensemble des acteurs qui sont dans ce cercle d'open dialogue-là. Une autre observation qui me venait en tête, c'était aussi, souvent le partage de la responsabilité. On dit souvent, hein, combien de personnes que, j'ai rencontrées qui me disent: «Ben là, j'ai pas pu sortir de l'hôpital tant et aussi longtemps que j'ai pas reconnu que j'avais tel diagnostic, que j'avais dit que c'était une maladie, que j'avais besoin de ce traitement-là». Alors que peut-être que la personne ne se reconnaît pas du tout là-dedans, que c'est pas en lien avec ses croyances, que c'est pas en lien avec, ce qu'elle vit. Et là, il y a quelque chose, hein, de la responsabilité, elle n'est pas juste sur les épaules de la personne première concernée. J'ai l'impression qu'elle est partagée par ce cercle-là. Et c'est un fardeau beaucoup moins lourd de savoir qu'on n'est pas seul, hein. Oui, je vais être, c'est mon envahissement, c'est mes voix internes, hein, qui vont être là, mes voix, mes perceptions, mes entités qui vont être présentes, mais j'ai l'impression que ça vient briser beaucoup l'isolement et on sait comment c'est important dans des moments de crise, même quand, c'est seulement d'être ensemble dans le silence qui vient aussi soutenir, je pense, qui vient faire une différence dans ces moments difficiles-là. J'ai parlé aussi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, cet espace-là, ça se crée pas comme ça. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des moments malaisants, ça demande, de l'inconfort peut-être, mais de savoir qu'on n'est pas seul à le vivre et quand on prend le temps, ben, je pense que l'espace sécuritaire s'installe encore plus et on fait davantage confiance à ce cercle-là d'open dialogue. Donc l'importance du rythme, les silences, hein, Lourdes l'a mentionné tantôt, hem combien de fois, hein, genre, il y a des personnes qui s'excusent, hein, de me dire: «Ah, je te raconte mon histoire tout croche, c'est morcelé, c'est pas grave». Je fais confiance qu'à un moment donné, l'histoire va se rattacher, non seulement de la personne première concernée, mais aussi l'histoire de comment c'est vécu aussi pour les personnes de ce cercle-là. Donc de donner du temps, de donner, de l'espace, de la liberté et de la régularité dans aussi pour moi, il y a quelque chose, de créer des liens tout doucement, mais aussi dans la régularité de ces rencontres-là et je pense que c'est vraiment d'être ensemble autrement, d'expérimenter d'être ensemble autrement, qui me donne tant d'espoir, en tout cas dans cette approche-là qui, pour moi, est avant tout une approche humaine. Mhm. Et c'est pas parce qu'il y a des moments de crise, c'est pas parce qu'il y a de l'envahissement chez une personne ou, hein, qu'il y a du bruit à l'intérieur ou que peu importe les croyances, il y a quelque chose qui reste avant tout une expérience humaine et je pense que en tant qu'entendeur de voix, ça me rejoint beaucoup. Alors, j'y crois.
Et je suis très excitée de participer au développement de cette approche-là parce que je pense que vraiment ça peut, ça peut faire une différence. Ouais. Donc, j'ai été succincte. Je sais pas, Lourdes, je sais qu'on était limité dans le temps. J'ai vu Anna Oui, ta je te main. fais la main. Oui, mais c'était très précieux ce que tu disais. J'ai pas voulu interrompre. C'est empreint d'expérience et de sagesse. Écoute, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Daniel maintenant. Bonjour, que puis-je ajouter? C'est, euh, avec ce que j'entends, Nathalie Lourdes, premièrement, moi, je vais profiter du moment pour dire merci à Lourdes que je connais depuis de nombreuses années. Ces projets de recherche, justement, qui sont complètement transformationnels, qui nous inspirent beaucoup, puis je pense que j'ai jamais pris le temps de dire merci à Lourdes parce que c'est le genre de professeur qu'on souhaite avoir à l'université qui va nous orienter un petit peu plus vers la réflexion, vers la critique. Moi, j'adore. Puis, ce qui fait que ça me suit depuis maintenant 40 ans. Et oui, je suis vieille. Puis, Nathalie, ce que je te dirais, c'est qu'après 40 ans, comme le dit si bien la phrase, plus je sais, moins je sais. Alors, il y a un chanteur populaire qui disait je ne sais plus. Alors, moi, je suis toujours partie de ce principe que, euh, contrairement à ce qu'on nous enseigne, je n'ai pas d'expertise. Celle qui l'a, c'est la personne qui est devant moi. Et Open Dialogue, pour moi, vient encore plus m'interpeller sur le fait de dialoguer ensemble, de s'asseoir ensemble où tout le monde laisse ce que moi j'appelle son ego à la porte, puis qu'on désapprend. Hein, on a à désapprendre des apprentissages. La première chose que je fais quand je suis travailleuse sociale, c'est que je reçois quelqu'un devant moi, puis pendant qu'elle parle, j'ai déjà une question pour elle. Je suis déjà en train d'orienter un plan. Alors que là, c'est plus ça. Fait que j'ai le goût de dire aux jeunes étudiants qui ont tellement peur quand ils font leur premier stage ou ils pratiquent déjà leurs questions dans leur tête, ne vous en faites plus. Maintenant, on entre dans un mode dialogue où on ne sait pas et où on va apprendre ensemble. J'entendais des choses tantôt de Lourdes et de Nathalie, puis je vais sembler décousue à mon tour, Nathalie, fait que je sais que tu vas m'accueillir là-dedans. Mais il y a plusieurs aspects de ce qui a été dit aujourd'hui qui m'interpellent. Nous, on a mis dans ce même cadre-là un projet sur pied qui s'appelle le projet d'intervention crise famille. Donc, on a décidé qu'on ouvrait le dialogue avec les personnes concernées, avec les familles et avec nous-mêmes et avec les services d'urgence de première ligne, mais sous un mode d'un dialogue ouvert. Donc, euh, chacune arrive avec sa posture. Les intervenants, les policiers qui savent et qui débarquent souvent avec de grosses épaules. Euh, les intervenants de crise qui débarquent en sachant déjà quelles seront les marches à suivre selon la crise devant nous. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre tous ce moment de crise et on essaie de voir ensemble euh, ce qui est mieux pour tous, pour la personne concernée, mais aussi pour la famille et aussi pour nous dans les services. Puis aussi pour les policiers qui sont pris dans une espèce de structure, que je dirais, amicalement rigide. Donc, on a à désapprendre et à réapprendre, mais ensemble. Donc, il y a quelque chose de plus doux qui se passe, plus intéressant. Et ce que ça fait, c'est que cette espèce d'ouverture au dialogue ne fait pas de confrontation comme on pouvait l'imaginer au départ entre les personnes concernées et les familles, au contraire. Ça fait qu'on travaille ensemble à essayer de mieux comprendre pour mieux prévenir. Tu sais, comme tu disais, Nathalie, c'est le fun aussi quand on travaille à prévenir plutôt que à éteindre un feu. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de voir que on trouve une approche maintenant, on se forme dans cette approche-là où chacun
va devoir faire un pas pour travailler cette nouvelle posture. On travaille évidemment, nous, maintenant, ce qu'on souhaite le plus possible, c'est de travailler dans la prévention, que ces rencontres-là d'open dialogue fassent en sorte qu'on travaille tout le monde dans la prévention d'une crise peut-être ultérieure. L'intervention de crise quand ça arrive, puis comme tu disais, Nathalie, au moment où ça arrive, tu sais, quand on se fait dire je vis une situation de crise, j'appelle au centre de crise, puis on me donne un rendez-vous dans 48 heures. C'est maintenant que je vis un moment difficile. Est-ce que c'est maintenant que je pourrais pas avoir une rencontre? Et la post-crise, pour prévenir, ça aussi pour nous, devient quelque chose d'important pour tout le monde. Et les policiers connaissent la personne par son prénom, puis que si jamais elle les contacte, que ça puisse être une ouverture au dialogue et non pas une intervention qui est corsée. Alors, j'entendais, moi aussi, Nathalie, j'adore la tolérance à l'incertitude. Ça m'interpelle énormément. Et ça fait en sorte que même au niveau de l'intervention de crise famille, on se présente sur les lieux et on ne sait pas du tout ce qui va arriver. On ne sait pas du tout on n'arrive pas avec un plan de match. On définit un plan de match ensemble. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est très agréable à penser. De toute façon, je n'ai jamais cru que moi, j'ai une vieille expérience en intervention de crise, puis je n'ai jamais cru qu'en intervention de crise, je devais arriver avec mes connaissances et mes expertises. Je n'y crois pas. Je ne sais pas qui est devant moi. Souvent, je connaissais pas la personne, puis je me disais, je vais essayer de connaître cette personne-là, puis essayer de voir d'abord et avant tout comment je peux créer un lien. Donc, euh, ce qui m'interpellait à moi, c'est Nathalie qui disait, celle qui ne sait pas, ben moi, j'adore cette posture de nous qui ne savons pas. J'aime bien cette posture de groupe parce que on ne sait pas quand on se rencontre, on ne sait pas qui sont les gens, puis comment on va intervenir, puis quelle est la situation. Donc, euh, moi, je pense que le nouveau défi pour nous, ça va être justement de dire, ben qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Puis je pense que comme intervenant, on est souvent un frein au dialogue dans toutes sortes d'espaces. Dans l'espace, Lourdes parlait en toute confidentialité, je pense qu'on est un frein sérieux à ce qu'on appelle la notion de confidentialité, malgré tout le respect que j'ai pour les droits. Je pense que c'est nous qui mettons le plus les freins aux interventions dans ce sens-là. Je pense que la confidentialité, c'est aussi un espace de discussion. Alors, ça implique pour nous un travail, puis je pense que Lourdes, dans l'enseignement en travail social, en psychologie ou autre, je pense que ça va demander un travail sur nous comme intervenants, mais comme êtres humains aussi. Un travail sur le savoir-être si on veut aller vers un espace dialogique plus clair. J'aime beaucoup l'idée de l'inclusion du réseau. J'aime beaucoup l'idée de la réactivité et de la flexibilité, surtout celui de la flexibilité, ce qu'on n'a pas beaucoup dans nos réseaux, mais qu'on doit aussi acquérir. J'aime beaucoup l'idée de ne pas viser de résultats et de ne pas partir d'un plan établi. Ça, je le répète toujours. Pourquoi on arrivera avec un résultat alors qu'il est à définir? Et j'aime beaucoup beaucoup l'idée de développer nos compétences de communauté, parce que je pense que c'est ça qui va être une approche gagnante. Donc, dans le projet d'intervention de crise famille, c'est ce qu'on essaie de partager avec nos partenaires des CIS, des corps policiers, des familles, des personnes concernées. Donc, c'est très intéressant. Fait que voilà, merci beaucoup, c'est un beau projet. Merci beaucoup, Lourdes, Daniel, Nathalie, pour vos présentations aujourd'hui. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. J'ai pas été très bonne dans la gestion du temps. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais voilà, on a quand même au moins 10 minutes. S'il y en a qui doivent partir, sentez-vous à l'aise de le faire.
Sinon, on vous invite à rester avec nous encore un peu.